workshop est c'est un premier épisode. En tout cas, on appelle qu'il y a des suites à cet événement, mais on a la chance d'avoir Grégoire Allaire qui fait l'honneur de faire cette introduction. Il avait déjà, par le passé, fait des interventions dans le cadre de notre cycle de séminaires scientifiques. Hein. Ça date d'il y a 5 ans, et on va pouvoir avoir donc, un peu une mise à jour, un petit peu des derniers travaux qu'il y a sur les sujets d'optimisation topologique de forme. C'était un peu l'idée de cette introduction scientifique à l'atelier et au workshop. On va suivre derrière. Bon, le cycle de séminaires systémiques, c'est un cycle mensuel. Je partage, puisque je ne vais pas pouvoir rester avec vous, malheureusement, j'ai d'autres impératifs. Attends. Le prochain séminaire est de Charles Gouveron, qui est le directeur du Croisia de Nice, et qui aura lieu le 10 mai, et qui parlera d'un sujet d'apprentissage profond avec des sujets d'apprentissage non supervisé sur des données de type string. Je vous engage à regarder de toute façon régulièrement sur le site de l'IRT pour voir le déroulement de ces séminaires. Je ne fais pas l'introduction plus avant de Grégoire, d'ailleurs il pourra peut-être prendre un peu de temps pour le faire, mais Grégoire est un chercheur de l'école polytechnique, professeur à l'école polytechnique, qui a œuvré de longue date sur les problématiques de calcul numérique et de calcul scientifique, et en particulier à cette problématique de l'optimisation topologique. Il nous a fait également de participer à plusieurs de nos projets en encadrant des doctorants pour le domaine de l'IRT. Et donc, il a énormément de reconnaissance et de publications. Je ne vais pas faire son panégyrique, mais voilà, vous connaissez de toute façon peut-être aussi bien que moi, peut-être plus. Et donc, je vais sans plus tarder lui passer la parole pour ce démarrage de l'atelier Open Pisco. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je dois dire, donc, on dit toujours, on est très content d'être invité, c'est vrai. Je suis particulièrement content d'être invité à ce workshop Open Pisco parce que je trouve que c'est un des aspects les plus positifs des projets qu'on a eu en commun, l'IRT Systemix avec un projet qui s'appelait TOP, surtout public, avec des partenaires industriels, donc principalement, sont nombreux ici, Safran. L'autre chose vraiment très intéressante, c'est la sortie donc, de cette librairie ouverte Open Pisco qui vient de que sais-je, Pisco, qui était d'abord développé en interne à Safran, avec des participations d'IRT, d'académiques. Et le fait que ça soit maintenant ouvert à l'extérieur me paraît quelque chose d'extrêmement positif. Et je souhaite longue vie à Open Pisco. Je suis très content de venir parler de nos travaux d'optimisation de forme. J'espère vous aboutir avec s'ouvrir vers l'extérieur avec Open Pisco. Là, le garou, des points. Vers les slides pour passer la transparent après. Ici. C'est utile, c'est ça, il est là. Je suis très prêt. Cliquer une fois, généralement, c'est bien. Suivant. Ah, voilà, bon, j'ai l'impression que je vais te demander de. Ouais, c'est ça. Je vais vérifier si ça marche encore une fois. Voilà. Oui, ça marche. C'est là. Merci. Donc voilà nos plans. En fait, je vais faire un petit peu d'historique. Ah ouais. Je vais d'ailleurs remonter à l'optimisation de forme ou l'optimisation géométrique de forme. Je vous parlerai un petit peu d'optimisation topologique par méthode de densité pour faire un panorama complet, parce qu'en fait, c'est la concurrence la plus générale par rapport à ce qu'il y a dans Open Pisco. Open Pisco, lui, est basé sur la technologie ligne de niveau, level 7, dont je parlerai, et puis quelques perspectives. Voilà, donc, en fait, l'optimisation topologique, c'est une généralisation de l'optimisation de forme géométrique. Et l'optimisation de forme géométrique, c'est une très longue histoire. Je cite un certain nombre de problèmes connus. Là, c'était posé la question de la colonne supportant, la colonne d'un temple grec ou romain supportant le mieux la force qu'il y a appliquée. Une équation de quelque chose de courbé. Newton s'était posé la question de l'objet qui était le plus aérodynamique dans un gaz de particules. Et puis, Hadamard, en fait, a posé les premières prémices de la théorie mathématique d'une utilisation de forme. J'ai une très belle photo ici. Hadamard et la première page d'un papier donc, de 1908 qui est la base. En fait, il s'intéressait à la question de la stabilité des plaques élastiques et il a jeté les bases de la théorie d'utilisation de forme dans cet article.
Voilà, donc la définition d'optimisation de forme, définition relativement précise par rapport aux outils qu'on va utiliser, c'est en fait les techniques d'optimisation où on bouge des frontières préexistantes. C'est-à-dire qu'on va, et ça, on a des frontières, on va les bouger pour optimiser certaines fonctions, mais on ne crée pas de nouvelles frontières, d'accord, de nouvelles frontières ou de nouveaux trous. Et donc en particulier, ça ne change jamais la topologie. Et donc c'est pour ça que l'optimisation topologique est une généralisation de l'optimisation géométrique où on va changer le linéaire et la topologie. Voilà. Et si vous voulez des livres de référence sur l'optimisation géométrique, alors le plus moderne, c'est probablement celui d'Henri Pierre, Sokolowski de Lesio, et puis Renaud sont un peu plus anciens. Et Murat-Simon, je le cite, c'est pas un vrai livre, en fait, c'était leur thèse qui est disponible sur le web, vous la trouvez, qui n'a jamais été publiée, bien qu'elle soit citée des milliers de fois. Voilà, donc le dessin là-bas, très bien. Et donc l'optimisation topologique, j'aime beaucoup cette phrase de Robert Nory Collet, l'art de faire des structures, c'est de savoir où on va mettre les trous. Il est bon. Là, j'ai pas très bonne. C'est un spécialiste de ces structures sous forme de barres, de crédit. La façon dont on dispose des barres donne certains. Ok, alors l'histoire de l'optimisation topologique en fait a commencé de manière séparée par des questions théoriques. Et les questions théoriques, c'est François Murat qui se les posait dans sa thèse, sous la direction de Jacques Lugnons. Jacques Lugnons, c'était un spécialiste du contrôle optimal, et il s'était dit, bon, bah, le contrôle optimal, vous savez, typiquement, c'est le contrôle, par exemple, d'une fusée par son moteur pour lui donner une trajectoire donnée, et il voulait généraliser ça en disant qu'on pourrait contrôler la performance d'une structure par sa forme ou par les coefficients. C'est ça, la question du contrôle par les coefficients d'une équation. Et de manière surprenante, François Murat a démontré qu'il y avait non-existence, c'est-à-dire qu'on pouvait construire des contre-exemples où il n'y avait pas existence d'une forme optimale, alors qu'en contrôle optimal, en général, il y a l'existence de contrôles optimaux. Du coup, ça avait vraiment énormément frappé les choses. Et ces contre-exemples sont à la base de la théorie de l'homogénéisation. En fait, surtout Luc Tartare ont inventé la théorie de l'homogénéisation à cause de ces problèmes de contrôle optimal, plus qu'à cause d'une question de matériaux composites en mécanique. Au même moment, et tout à fait séparément, les chercheurs au Danemark, Cheng et Olof, ont publié un papier très intéressant où ils disaient c'est bizarre, quand on fait des calculs d'optimisation de forme, c'était l'épaisseur d'une plaque qu'ils optimisaient, si on change le maillage, on n'a pas les mêmes résultats. Et donc en fait, à chaque maillage, il y avait un résultat différent, et en particulier, si on raffinait le maillage, il y avait des solutions avec des détails de plus en plus fins liés à la taille du maillage, et donc ils trouvaient qu'il n'y avait pas existence de solution parce qu'à chacun des maillages, on avait une solution différente, la convergence, rapidement de maillage. Le même phénomène vu d'une manière différente. Et du coup, à travers soit les contre-exemples théoriques, soit les équations numériques, les gens ont compris qu'en fait, ce qui se passait, c'était un phénomène d'homogénéisation. On reviendra un petit peu là-dessus. Et donc, il y a un certain nombre de travaux fondateurs en France, en Russie et aux États-Unis. Alors, ces travaux étaient vraiment faits par des matheux. Et du coup, les premiers exemples convaincants pour une communauté, on va dire, plus mécanicienne, bien que Martin Benso était mathématicien et que Noboru Kikuchi était un mécanicien, mais très théorique, qui faisait beaucoup de maths aussi. Le premier papier qui a vraiment convaincu les ingénieurs, c'est ce en 1988, en particulier parce qu'il s'intéressait à un vrai exemple en mécanique et non pas à des problèmes modèles. Et donc, depuis, il y a plein de logiciels commerciaux, et donc, heureusement, il y a des choses comme OpenPISCO qui sont plus libres. Ah, je vais changer là. Voilà. Alors pour l'optimisation topologique, donc, il y a plusieurs méthodes. La plus ancienne, c'est la méthode d'homogénéisation. Il y a une version très simplifiée qui s'appelle SIMPLE, sur laquelle je reviendrai. Et ces deux méthodes apparaissent sous le chapeau plus large de méthode de densité, c'est-à-dire qu'on va introduire une densité de matière contre densité. Il y a d'autres méthodes, la méthode du gradient topologique. Samuel Lamstus, collègue qui est là, est un spécialiste de celle-ci, je ne vais rien en dire. La méthode de Facefield et la méthode ligne de niveau. Donc je parle celle en bleu, j'en dirai un peu quelques mots, les autres, il ne faut pas tout raconter, mais sachez qu'elles existent. Alors, quelques mots sur l'optimisation géométrique, parce qu'on en aura besoin. Donc, l'optimisation géométrique, la formulation mathématique de ça, c'est un problème d'optimisation. On minimise une fonction coût, et la spécificité de cette fonction coût, c'est qu'elle dépend de la forme d'un domaine que j'appelle grand oméga, qui appartient à un ensemble admissible qui contient des contraintes. Je vais préciser en vous donnant des exemples.
Et la difficulté de ce genre de problème, comme en contrôle optimal, c'est que la fonction objective ne dépend pas directement de oméga. Vous voyez, c'est une intégrale sur oméga, donc là, ça dépend directement d'oméga, mais ça dépend aussi d'une certaine intégrante qui dépend de U d'oméga, et U d'oméga, c'est la solution d'un modèle, une équation de dérivée partielle, posée dans le domaine oméga. Vous voyez, U dépend d'oméga parce que U est la solution d'une équation dans oméga. Donc c'est une dépendance très implicite, très non linéaire, qui rend le problème relativement difficile. Alors, un exemple, c'est celui que je vais utiliser la plupart du temps, c'est celui de l'élasticité linéarisée. Donc, oméga, c'est un ouvert de R-cube. Ce sera 2 ou 3 sur les exemples que je fais. Je vais séparer le bord en 3 morceaux. Gamma N pour Neumann, c'est là où j'applique des forces. Gamma D, c'est là où c'est accroché. Et donc, j'ai un dessin pour vous faire comprendre ça. Voilà. Il y a un exemple ici, c'est le début de ce qu'on appelle la console optimale. La partie H ici, gamma, c'est le bord libre. Gamma N, c'est là où j'applique des efforts, donc la force verticale. Et gamma D, huré ici, c'est là où c'est accroché, déplacement nul. Donc vous avez 3 morceaux de frontières. Et pour simplifier les choses, il n'y a que la frontière libre gamma qui sera optimisée. Les autres, je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas les optimiser. J'ai écrit ici les équations de l'élasticité linéarisée. Leur inconnu U est un vecteur, c'est le vecteur déplacement. Je n'ai pas mis de force volumique pour simplifier. Vous voyez que U est 0 sur gamma D, que j'ai des efforts G appliqués sur gamma N, et que le bord libre, par définition, c'est un bord sans contrainte. C'est aussi le bord que je vais optimiser. Les notations, je vous rappelle, E de U, c'est le tenseur des déformations, le gradient symétrisé de U. Sigma, tenseur des contraintes, c'est A, E de U, et A, c'est la loi de Hooke homogène isotrope avec des lambda. Et un exemple typique de fonction objective, il y en a plein, bien sûr, c'est le travail des forces extérieures, G pour des scalaires avec U intégré là où j'applique les efforts, gamma N. Et la compliance, c'est une mesure globale de la rigidité. Si je minifie la compliance, je maximise la rigidité. Ça, voilà. Et donc, je reprends mes notations, je minimise J oméga, donc la compliance. Et donc, ce qui me restait à préciser, c'est l'ensemble admissible. Eh bien, par exemple, je vais fixer une grande boîte. Working domain, c'est là où je vais faire mes calculs. Donc, je cherche une forme à l'intérieur de ce domaine. Il faut que je limite d'une certaine manière l'endroit où je vais pouvoir trouver la forme optimale. Et puis, je vais dire que je n'optimise pas gamma D, gamma N, ça c'est fixe. Donc, c'est une contrainte que ça doit toujours appartenir au bord de oméga. Là aussi, changer cette contrainte si on veut. Et en général, il y a une contrainte sur le volume, parce que si vous simplement minimisez la compliance, plus c'est gros, plus c'est solide. Donc la solution optimale, ça sera la boîte entière. Donc il faut mettre une contrainte de volume. Alors j'ai mis ici le volume comme une contrainte. Très souvent, en pratique, on préférerait plutôt, problème réel, minimiser le volume avec des performances mécaniques, c'est-à-dire une compliance d'accord. Mais bon, c'est la même chose. Ouais, simplement, c'est plus simple. Cette contrainte-là, qui parle de. On pourrait minimiser le volume avec une contrainte sur la compliance. Alors, la méthode d'Hadamard, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à. Vous avez un problème d'optimisation. Si vous voulez des algorithmes efficaces d'optimisation, il faut calculer les dérivées. Et donc, il faut calculer une dérivée par rapport à la forme, puisque la fonction objective dépend de la forme. Et donc, la méthode d'Hadamard, c'est de paramétrer d'une manière très spéciale les formes. C'est-à-dire, si vous avez une forme de référence oméga 0, vous allez introduire des variations de ce domaine de référence oméga 0, que je note identité plus θ appliquée. Et θ, c'est quoi? C'est un champ de vecteurs de RD dans RD, C1 par exemple, et le nouveau domaine identité plus θ fois oméga 0, il est défini comme pour tout point x d'oméga 0, j'associe x plus θ de x. Θ de x, c'est un déplacement comme en élasticité. Et donc, en fait, d'une certaine manière, vous avez paramétré vos variations par rapport à ce champ de vecteur θ. Et du coup, ce que vous allez faire, vous allez dire que dérivé par rapport à la forme, c'est dérivé par rapport à ce vecteur paramètre θ. Donc, la définition usuelle de laquelle, dans une définition θ, c'est de dire que J oméga, c'est J oméga 0 plus la dérivée J' d'oméga 0, c'est celle qu'on doit appeler la dérivée de forme, dans la direction θ, plus un petit reste. C'est une définition tout à fait facile. Alors, notez tout de suite que cette façon de paramétrer, il pourrait y en avoir d'autres. Et en particulier parce que θ est 1, donc au moins continu, c'est une transformation continue
Et vous savez que par définition, des ouverts qu'on obtient par transformation continue ont la même topologie. Si vous n'avez pas de trou en oméga 0, ben, il n'y en aura pas non plus ici. Et en 3D, si vous n'avez pas de random, des branches, ben, vous ne changez pas la topologie avec transformation. Ok, alors un exemple, c'est l'exemple que je vais faire avec un peu des maths, de dérivée de forme, c'est un exemple très simple, qui est une fonctionnelle, j de oméga, qui est l'intégrale sur oméga d'une fonction f de x indépendante de oméga. Donc, f de x est donné partout, si vous ne savez pas où est oméga, x est pas régulière, et vous intégrez sur oméga. Il y a un petit calcul, je vais vous expliquer la transformation d'après, vous dit que la dérivée directionnelle de cette fonction j dans la direction θ, ça n'est que l'intégrale sur le bord du domaine de référence oméga 0 de la composante normale, θ est un vecteur puisqu'elle avec n, la normale, la composante normale de ce champ de vecteur, fois la fonction f que vous intégrez ici. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça de manière au moins formelle, de façon rigoureuse, mais pas. J'ai tracé ici oméga 0 en trait noir épais, et j'ai tracé la variation pour un θ petit, identité plus θ oméga 0. Comme θ est petit, les deux se recouvrent quasiment intégralement. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la différence de volume entre ces deux choses, c'est grosso modo quelque chose qui est le long du périmètre bord de oméga 0, et l'épaisseur de la variation, si jamais θ était tangentiel, ça se recouvrerait parfaitement, mais donc la seule chose qui compte, c'est la composante normale de θ scalaire. Donc en fait, formellement, mais ça peut se la différence de l'intégrale de f sur ce domaine perturbé, c'est au premier ordre l'intégrale de f sur le domaine de référence oméga 0, et la variation, vous voyez, c'est ici, ce qui se passe sur le bord, multiplié par l'épaisseur qui est θ scalaire n, donc c'est exactement ce qui se passe sur le bord de f de x θ scalaire n. Θ scalaire n est peut-être positif ou négatif, selon qu'on va dans un sens ou dans un autre, et puis il y a un reste. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de formel, mais vous voyez d'où ça vient. Et on peut faire des choses beaucoup plus rigoureuses et beaucoup plus compliquées, mais je ne vais pas entrer dans les. Alors du coup, l'algorithme d'optimisation géométrique classique, c'est exactement de dire, bien, puisque j'ai calculé une dérivée comme ça, en toute généralité, la dérivée, ça sera une certaine fonction petit j, correspondant au choix que j'aurais fait de grand J. L'intégrale sur le bord, je vous rappelle que je ne bouge pas tout le bord, mais que le bord libre, que je vais appeler gamma, fois θ scalaire n. Et ce que vous voulez, c'est trouver une direction dans laquelle vous allez dériver, dans laquelle vous allez bouger votre forme, qui va vous faire décroître la fonction de type pour que cette dérivée directionnelle soit négative. Donc un exemple simple, c'est de dire, ici, j'ai qu'à choisir θ qui est égal à moins j, j est un scalaire, fois n. Donc là, si vous choisissez ce θ, ça vous fait quelque chose qui est moins j carré, donc c'est bien négatif, vous décroissez. Il y a d'autres façons de le faire, mais je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, la méthode classique, c'est vous discrétisez votre bord avec un certain nombre de nœuds de contrôle x et passer d'itération k à itération k plus 1 en bougeant dans la direction de la dérivée que vous avez choisie, θk, donc k plus 1 égale xk, moins t, un pas de descente positif, θk, qui est donc la direction de dérivation qui vous assure que ça, c'est négatif. Donc ça marche très très bien, vous allez voir, mais en général, c'est un algorithme itératif qui converge seulement vers des minima locaux, et en particulier, l'initialisation et la topologie d'initialisation vont avoir une importance très très forte. Donc là, je reprends mon dessin du anti-level. Sur les bords, j'avais fait une structure initiale avec un trou, donc vous avez les nœuds sur le bord extérieur ici, mais aussi sur le bord intérieur. Les flèches disent dans quel sens ça va bouger, et donc on regarde ce que ça donne. Alors, il faut que, si tu peux cliquer sur celui de droite, est-ce que ça. Théoriquement, ça apparaît dans une autre fenêtre. C'est les gauches. C'est celui de droite sur lequel il faut cliquer. Celui de droite. L'autre droite. Ça, c'est la gauche. L'autre droite. Voilà, je vous présente donc un cas avec 7 trous. Vous voyez le maillage. Donc le film, c'est une itération de l'algorithme. On voit que les bords bougent. Alors cet exemple, il est très intéressant. Donc, on était parti avec des trous circulaires. Vous voyez qu'ils deviennent un peu carrés. Et cet exemple est très intéressant parce que c'est un exemple où ça ne converge même pas vers un minimum local. Vous voyez, il y a une barre très très fine ici. Et en fait, ce que l'algorithme pourrait faire, c'est casser la barre. Alors la théorie mathématique ne vous permet pas de le faire, et la théorie numérique, enfin la pratique numérique plutôt,
vous ne permet pas non plus de le faire parce que ce que vous faites là ici, c'est que vous bougez le maillage et il n'y a rien qui est dit pour casser un maillage. Les mailleurs ne savent pas ce que ça veut dire casser un maillage. Donc en fait, ici, ça s'est arrêté à 20 itérations parce que c'est une erreur du mailleur qui dit j'y arrive plus, c'est trop fin. Et alors si tu montres l'autre précédent, non, la slide précédente, voilà, celui-là, tu peux montrer, juste pour vous montrer que si je fais une initialisation différente, bah oui, évidemment, la topologie ne change jamais et je vais avoir une forme totalement différente. Même si l'idée est la même chose, hein, c'est que vous voyez, les trous ronds ils deviennent un peu carrés. Et les trous ronds deviennent un peu carrés, et plutôt que des trous ronds, on voit plutôt un système de barres qui apparaît. Mais c'est clair que là, si j'avais mis 4 trous, 7 trous, 12, j'aurais eu des solutions différentes à chaque fois. Et la question se pose, c'est quoi la bonne topologie? Il faut une méthode d'optimisation de topologie. Donc c'est très classique, c'est vachement utilisé. Il y a un certain nombre d'applications où c'est exactement ce qu'il leur faut. Hein. J'ai encadré des tests chez Dassault Aviation. Ils ne s'amusent pas sur les profils d'aile à faire des biplans ou des triplans subitement quand on regarde 14. Non, il n'y a pas de changement de topologie dans la plupart de leurs applications. C'est-à-dire que quand on sort l'appelette là, au moment d'atterrissage ou je ne sais pas quoi, on pourrait dire on en met 2 ou 3. En général, il n'y a pas de changement de topologie. Néanmoins, pour plein d'autres applications, notamment en mécanique des structures, optimiser la topologie, c'est super important et donc justifie ma présence ici aujourd'hui. Voilà, alors je vais commencer par parler des méthodes de densité. Et donc les méthodes de densité, c'est la méthode d'homogénéisation et c'est 6. Et je commence par la première historique, c'est la méthode d'homogénéisation. Donc l'idée est de dire, à cause de ces contre-exemples théoriques ou bien numériques, hein, où on voit qu'il y a des oscillations, de plus en plus de détails, c'est de dire qu'en fait, on ne va pas trouver de solution dans les formes classiques, mais plutôt dans des formes généralisées. Et là, les formes généralisées, dans notre cas, c'est peut-être des matériaux composites qui sont obtenus par perforation avec des tout petits trous. Alors, comment est-ce qu'ils sont caractérisés, ces matériaux composites, des matériaux avec une microstructure poreuse, par une densité de matière, θ entre 0 et 1. θ égale à 0, ça veut dire que vous êtes à un endroit où il n'y a que du trou. θ égale à 1, il n'y a que du matériau pur. Et dans l'intermédiaire, vous avez une densité. Mais il n'y a pas que la densité qui compte, il y a aussi la forme des trous. Et la forme des trous vous donne des propriétés macroscopiques effectives différentes, et on les caractérise par ce homogénéisé A étoile, qui dépendent de la forme des trous. Donc évidemment, ces matériaux généralisés composites, lorsque vous faites θ égale à 0, c'est du vide, θ égale à 1, c'est le matériau pur, ça contient les formes classiques. Mais pour toutes les valeurs intermédiaires, il y a plein de nouveaux designs, et l'intérêt de ça, c'est que utiliser ce genre de paramétrisation, si vous voulez, des formes, ça va permettre des changements de topologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homogénéisation? Où est-ce que ça joue? C'est dès qu'il y a des trous, là j'ai fait par exemple un dessin, vous avez ici un matériau blanc avec des trous noirs. Pour regarder ça de très très loin, faites un focus arrière, et ce que vous voyez quand vous mélangez du blanc et du rouge, ça fait du rose. Ça a l'air d'être homogène, mais évidemment c'est homogène avec des propriétés intermédiaires entre le blanc et le rouge. Et la théorie de l'homogénéisation, c'est en fait une méthode de moyennisation des modèles d'équation dérivée partielle qui vous dit quels sont les coefficients effectifs, homogénéisés, macroscopiques, équivalents, ça c'est des synonymes, qui représentent macroscopiquement, vu de loin, ces détails très fins de microstructure. Bon, alors je vais rien vous raconter sur l'homogénéisation, mais sachez qu'il y a tout un nombre de techniques qui vous permet de calculer ces coefficients homogénéisés. Donc, les travaux fondateurs en Italie de Giorgio Spagnolo, car là, je ne vais pas parler ne pas parler des Italiens. On pourra faire tard à nouveau en France, mais aux États-Unis, Papa Nicolau qui a à faire. En Russie aussi, par exemple. Alors, du coup, les bateaux composites ont une définition mathématique, c'est les propriétés homogénéisées. Il y a plein de travaux des bateaux composites, et en particulier, puisqu'on fait de l'optimisation, c'est lesquels sont les plus efficaces, les meilleurs. Et donc, sachez qu'il y a plein de travaux, et qu'en particulier, il y a une classe de matériaux composites qui sont laminés séquentiels, qui sont explicites et optimaux pour plein de problèmes. À quoi ça ressemble? Typiquement, vous voyez, là, quand j'ai deux matériaux, un gris et un noir, vous faites des couches à une première échelle dans une première direction, et ensuite vous refaites des couches avec un des deux autres matériaux, voire une autre direction, et vous pouvez itérer comme ça, vous mettez ces matériaux en couche,
Alors, vous allez dire, est-ce que c'est vraiment des trucs qu'on va fabriquer? Non, non, ça, c'est des arguments purement théoriques, numériques, parce qu'en fait, on arrive à montrer que des constructions comme ça, on a des formules explicites algébriques. Il n'y a pas besoin de résoudre le problème de cellules, des choses de ce style. On a des formules algébriques, ça donne une forme, famille de matériaux composites paramétrés explicites, et il se trouve que la grande classe, ceux-là sont optimaux. Alors du coup, l'algorithme de la méthode d'homogénéisation, il est en deux parties, et je commence par la première partie qui est purement homogénéisation. Donc de la même manière qu'avant on avait une géométrie qu'on bougeait, ben là on n'a pas une géométrie, mais on a une densité de matériaux et les fameuses propriétés homogénéisées qui caractérisent la forme des trous. Et je vous ai dit que ça, c'est par exemple des laminées séquentielles, donc là on a des formules explicites. Et donc c'est itératif, on parle d'initialisation. Pour les paramètres précédents, θk à étoile k, on calcule le déplacement élastique k. Et une fois qu'on a ce déplacement élastique k, eh bien, on applique une méthode de gradient, une méthode de critère d'optimalité, enfin bref, une méthode d'optimisation pour trouver quelle est la nouvelle densité optimale, quelle est la propriété homogénéisée optimale pour le déplacement précédent. Là, j'ai complètement sauté, je ne sais pas comment. Je vous montre les formules, mais je ne vais pas le faire. Enfin, c'est des optimisations tout à fait standards. Et vous itérez parce que à chaque fois, vous avez le design optimal étant donné le déplacement optimal étant donné le. Et vous itérez. Et ça va vous calculer quelque chose qui est une forme généralisée, une forme homogénéisée. Donc, il faut faire une deuxième étape, qui est une étape de pénalisation, parce qu'une forme homogénéisée, c'est peut-être pas ce que vous voulez. Si vous voulez construire des matériaux composites, très bien, mais si vous ne voulez pas construire des matériaux composites, eh bien, il faut pénaliser. Et l'intérêt, c'est que ici, vous avez exploré très largement. Ce problème-là, en fait, est bien posé. Vous savez qu'il a un minimum global. Ah. Donc, on a calculé un minimum global et ensuite, on pénalise. Ça veut dire qu'on force la densité à être proche de 0 ou de 1. Et donc, on va retomber sur une forme classique qui est proche d'être optimale. Voir pourquoi je dis proche. Alors, un point très important, et ce qui a expliqué le succès de ça, c'est qu'en fait, vous avez complètement changé de paradigme. Vous êtes passé d'une méthode eulérienne, on pourrait dire, de suivi de forme, shape tracking, c'est-à-dire que vous avez une forme, vous la bougez, c'est vraiment, excusez-moi, c'est lagrangien, suivez la forme. Et vous passez à quelque chose d'eulérien, de shape capturing, de capture de forme, où sur un maillage fixe, vous allez représenter la forme par cette densité, un maillage carré ici, θ, c'est les valeurs pour chacune de ces cellules. Si vous tracez θ égale à 1, θ égale à 0, vous allez voir apparaître une forme, comme par magie. C'est comme en mécanique des fluides, on cherche à capturer des chocs, des choses comme ça. C'est un point de vue juste différent. Donc là, il y a je vous renvoie, si vous voulez plus de détails. Alors, on va regarder un exemple, c'est le cantilever court. Donc, vous voyez, la boîte D dans laquelle je fais mon calcul, c'est 2 fois plus haut que large. C'est accroché sur le bord gauche, comme toujours. Et c'est une force verticale au milieu. Si on voit le film, vous allez voir. Voilà, vous voyez du gris, c'est ce que je trace, c'est θ, la densité de matière. θ égale à 1, c'est noir. θ égale à 0, c'est blanc. Ça va très vite si vous le retournez. On voit qu'au départ, il y a du gris. Et puis, voilà. Là, le changement subit, c'est la pénalisation qui a démarré. Alors, en fait, ça, c'est un exemple où, sans pénalisation, on voit quand même bien apparaître une forme, parce que en fait, c'est à peu près false. C'est connu dans d'autres théories, des traits de Mitchell, des choses comme ça. Forme optimale, au moins lorsque l'épaisseur est là, est fine, ça peut être très fort. Et donc, la pénalisation n'a pas apporté grand-chose. Si tu montres le résultat d'après, je vais simplement changer la taille de la boîte. Là, elle était 2 fois plus haute que large. Ce que je vais faire, c'est que passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai changé. C'est le même problème. J'ai changé la taille de la boîte. Elle est 2 fois plus longue que haute. Et là, vous voyez, on voit beaucoup de gris. Et hop, la pénalisation commence. Donc, là, la forme optimale, dans la méthode d'homogénéisation, c'est vraiment un composite. Donc, vous voyez, il y a plein de gris au milieu, densité intermédiaire, et la pénalisation fait apparaître un trait bas. Alors, pourquoi c'est une solution presque optimale? Parce qu'on voit très bien la taille du maillage qui apparaît ici. Hein, vous voyez,
pareil, c'est les calculs que j'ai fait avec François. Et du coup, si vous faites un maillage beaucoup plus fin, bah, vous verrez plus de barres. Okay, au lieu d'avoir des grosses barres ici, vous en verrez plusieurs, plus fines, côte à côte. Donc du coup, c'est quasi optimal parce que c'est optimal pour une taille de maillage donnée. Alors évidemment, je ne résiste pas au plaisir, ça c'est François qui l'a fait. Fait le tché. Le tché, c'est optimal. C'est et le truc qui est vraiment important, c'est que c'est insensible à l'initialisation. C'est un truc qui est incroyable, c'est-à-dire que vraiment, on n'a pas de démonstration que ça converge vers le minimum global. Oui, celui-là. On sait qu'il y a un gobo, pas de démonstration, mais en pratique, ça converge à peu près, quelle que soit l'initialisation. Et ça fait un truc composite, là, la pénalisation commence. Après, le maillage est beaucoup plus fin, donc il y a plus de barres, c'est pour ça que c'est une boîte 1 fois 1,6, si je me souviens bien, 1,6 fois. Voilà. Donc, voilà. C'est juste pour montrer que ça converge très très bien quelque chose. Ça va. Alors, ça marche aussi en 3D. Oui, là, ce que je montre, c'est juste le résultat de la chaise. Comment le maillage est encore assez grossier. On fait des topologies en 3D. On peut changer de. Alors, ça, c'est vachement bien, mais ça n'a pas eu le succès que j'espérais avec François auprès des industriels, pour une raison très simple, c'est qu'il faut se taper un paquet de théories de l'homogénéisation. Alors, s'il n'y avait que la théorie de l'homogénéisation, ça irait encore, mais derrière la théorie de l'homogénéation, la théorie des matériaux composites, donc c'est quand même assez lourd, les formules qu'on a codées ne sont pas extrêmement simples, et tout ça, on le jette à la poubelle au moment où on fait la pénalisation, puisqu'on va forcer la densité à valoir 0 ou 1. Et donc, quand la densité vaut 0, c'est du vide, quand c'est 1, c'est du matériau pur. Et donc, tous les résultats d'homogénéation de théorie des matériaux composites, on les a complètement oubliés. Et du coup, Benso, très vite, là, en 91, je crois, s'est dit, attendez, mais... Et pourtant, c'est lui qui est un des pères fondateurs de la méthode. Il a dit, non, mais là, on travaille pour rien. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un truc plus simple, puisqu'à la fin, de toute façon, on jette par pénalisation tout ce qui est intermédiaire. Et donc, il a dit, eh bien, je vais remplacer le vrai tenseur homogénéisé, qui correspond à une vraie microstructure, à des matériaux qu'on pourrait construire, si on voulait. Et, de toute façon, à la fin, je vais mettre θ égale 0 ou 1. Ben, je vais le remplacer par ce truc-là qui est compliqué à calculer, par θ à une certaine puissance, P. En général, P sera 3 ou 4, fois la propriété de Hooke du matériau d'origine. Voilà, donc ça, c'est complètement triché. Ça correspond à aucun matériau réaliste. En particulier, c'est isotrope. Et sachez que beaucoup des structures optimales ne sont pas isotropes. Là, c'est une forte restriction que ça soit isotrope. Mais il a dit, on va essayer. Et quand il a essayé, ça a marché très bien. La vérité m'oblige à dire que, bien que je sois un fanatique de l'homogénéisation, que si ça marche très bien sur plein de problèmes. Alors, d'autres problèmes, ça ne marche pas. Donc, mais bon. Voilà. Et donc, en fait, tous les logiciels commerciaux d'optimisation topologique sont basés sur la méthode SIM, tellement c'est simple. Alors, du coup, je ne vous montre pas des résultats parce que ça donne à peu près les mêmes résultats. Après pénalisation, ça donne à peu près les mêmes résultats. Hein. Donc, alors, ce qui est compliqué dans SIM, c'est justement la pénalisation. En fait, ce que je vous ai montré là, c'était que des problèmes de minimisation de la compliance. Ça, c'est des problèmes assez faciles. Et dès que vous allez faire des problèmes plus durs, où vous allez vouloir minimiser une contrainte de von Mises maximum, ou bien optimiser les critères concurrents, voilà. Là, la pénalisation va commencer à avoir du mal. Et c'est là aussi est un peu faible, c'est-à-dire que soit la pénalisation va prendre beaucoup de temps, soit si vous voulez être rapide, vous allez avoir des zones de gris qui vont rester quand même, et il va falloir interpréter, post-processer la solution qui vous est donnée par votre logiciel. Du coup, ça motive un petit peu la méthode Level 7, ligne de niveau, parce que la méthode Level 7, il n'y a pas de densité de matière, il y aura toujours une frontière relativement propre entre la matière et les trous. Et en plus, ça va réutiliser tout ce qu'on connaît, c'est pour ça que je vous avais parlé un petit peu, sur la méthode d'Adamar, d'optimisation géométrique. En fait, on va garder toute la notion de dérivée au sens de d'Adamar, et on va lui rajouter un algorithme numérique qui est différent, qui est la méthode des lignes de niveau, et qui permet les changements de topologie. Je vous avais dit que la méthode d'Adamar, ça ne changeait jamais la topologie, mais ça, c'est le numérique, quand on va bouger les bords, qui va me permettre quand même de changer la topologie. Donc, c'est la méthode de ligne de niveau qui intervient dans la formulation numérique du problème.
Et on va continuer, au moins dans la première version, à travailler sur un maillage fixe, comme en homogénéisation. Là, le maillage était fixe, bien sûr. Et du coup, ça veut dire que ce n'est pas très cher. Vous allez voir que je vais, à la fin, vous dire que non, mais finalement, je vais changer le maillage aussi. Voilà. Alors, la méthode ligne de niveau a été inventée par Osher et Sétian en 88 pour des problèmes totalement différents, des problèmes de combustion. C'est la thèse. Propagation d'un front de combustion. Mais ça a été réutilisé dans plein de domaines, mécanique des fluides, fission, croissance cristalline et optimisation. Et donc, l'idée, c'est que j'ai tracé ici une fonction psi qui est positive là où c'est en gris clair, négative là où c'est en gris foncé, et du coup l'interface c'est là où psi vaut 0. Hein, donc, le bord entre oméga et l'extérieur d'oméga, c'est cette ligne qui sépare le gris clair du gris foncé. Donc en fait, je vous ai présenté ici une figure 3D, et ce que ça représente, c'est une topologie 2D. Vous avez une troisième direction qui est la valeur de psi, et c'est là où psi change de signe que vous avez la faute. Évidemment, je ne peux pas vous tracer ça en 3D, parce qu'il faudrait, si j'avais une forme 3D, il faudrait que j'ai tracé quelque chose en 4D pour la ligne de vie. Okay. Alors, quel est l'intérêt de ça? Et ça, c'est vraiment dû à Osher et à Sétian, c'est de dire, bon, ben, si vous avez une forme qui évolue avec le temps. Dans les problèmes d'optimisation, il n'y a pas de temps, mais ça serait le paramètre d'optimisation, le paramètre de descente d'optimisation. Si vous avez une forme oméga 2, dépend d'un temps, et si elle évolue avec une vitesse normale, ah oui, la seule chose qui importe, c'est la vitesse normale. La vitesse tangentielle, c'est juste faire glisser la forme sur elle-même. Vitesse normale grand V, qui dépend donc de ce temps t, mais qui est variable sur la position. Alors, en fait, l'équation que vous pouvez écrire sur psi qui représente cette forme oméga, c'est cette équation de type Hamilton-Jacobi, donc d psi sur dt plus v, cette vitesse, le module de gradient de psi est égal à 0. Donc c'est une équation tout à fait classique, l'équation éconale, qu'on voit aussi en propagation d'ondes et ainsi de suite. Bon, là, on trouve ici. Et donc, la force de cette équation, c'est qu'il y a une théorie, c'est une équation non linéaire, hein, puisqu'il y a le module ici, c'est l'équation non linéaire. Donc, il y a une théorie d'existence de solutions globales en temps, due à Crandall et Lyons, solution de viscosité, et qui, en fait, le fait qu'il y ait une solution globale en temps, ça veut dire que c'est une théorie qui vous dit comment ça gère les changements de topologie de psi. Hein. Donc, vous allez le voir sur les dessins, mais sachez que évidemment, il y a des solutions, on va dire, de ça qui consiste à bouger mon domaine, et vous vous souvenez de la barre très très fine à un moment qui apparaissait dans ma solution numérique, et qu'est-ce qui se passe quand elle veut disparaître? Eh bien, cette équation-là vous le dit, bon, ben voilà, il y a une façon de calculer la propagation après les changements de topologie, ça c'est donné par ça. Et Osher et Sétian n'ont pas fait la théorie, mais ils ont fait des algorithmes numériques qui correspondaient à cette théorie, donc c'est des algorithmes de type upwind, sur lesquels je ne vais pas rentrer, et qui vous permettent de calculer une solution et donc d'avoir des changements de topologie lorsque vous allez résoudre cette équation. Alors, d'où vient cette vitesse? Eh bien, cette vitesse, elle vient de ma dérivée de forme. Je vous avais expliqué que les dérivées au sens d'Adamard, c'était toujours une intégrale sur le bord du domaine de référence de θ scalar n, la composante normale du champ de déformation, fois une intégrante de J. Et donc, pour avoir θ négatif ou nul, par exemple, on va prendre une vitesse normale de θ scalar n qui vaut moins J. Et donc, je vais résoudre l'équation d'Hamilton-Jacobi avec la vitesse moins J. D'accord? Et alors, on peut faire ça, mais on peut aussi faire des extensions à la régularisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour être transparent, on peut raffiner un petit peu les choses. Il y a d'autres directions de descente aussi. OK, alors ça, c'était pour minimiser une seule fonction. Mais je vais vous montrer des exemples multiphysiques, ou bien avec plein de contraintes. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a plein de contraintes? Alors, l'idée standard, la plus simple, c'est si vous avez des contraintes, donc vous minimisez J d'oméga, mais vous avez des contraintes C d'oméga. Par exemple, C d'oméga égale à 0, d'autres contraintes, et bien vous introduisez un multiplicateur de Lagrange, vous introduisez un Lagrangien, et vous allez faire un algorithme de type Usawa, c'est-à-dire que à lambda fixé, vous divisez en oméga, et puis une fois que vous avez fixé oméga, vous maximisez en lambda et vous itérez. Hein. Mais la convergence est très très lente. C'est très facile à mettre en œuvre, mais la convergence est très très lente. Et du coup, je veux juste vous dire qu'il y a plein d'algorithmes bien meilleurs, c'est ceux-là qu'il faut utiliser. On peut faire de linéarisation de ça et faire une méthode de programmation linéaire séquentielle. On peut faire une méthode des directions faisables, ça c'était dans le projet Rodin et Tom. Et puis, une thèse, Florian Fépon qui était en thèse chez Safran, au point, un algorithme de space. Mais ces trois choses-là, grosso modo, c'est des algorithmes de type un peu plus implicite où
en même temps que vous optimisez Oméga, vous trouvez la bonne valeur du Lagrange, de faire les choses de manière séquentielle comme ça. Mais c'est très important d'avoir les bons algorithmes, et ils sont dans OpenPISCO. Bon, voilà. Alors, l'algorithme numérique All version, c'est donc celle à maillage fixe. Voilà. Ça consiste, toujours de manière itérative, vous partez de l'initialisation qui est une fonction ligne de niveau, vous calculez la solution de votre équation mécanique, éventuellement un adjoint, vous en déduisez une pièce avec laquelle vous transportez la ligne de niveau et vous recommencez. Alors, si tu peux appuyer sur la petite image droite, c'est toujours le cantilever. Vous vous souvenez, c'est celui où il y avait la pénalisation qui est vraiment très efficace. Donc là, j'ai une initialisation qui est là. Et ce que vous voyez, c'est que les trous, hop, ils se referment. C'est la ligne de niveau, c'est prendre en compte les changements de topologie. Donc, j'ai mis plein de trous pour être assez riche. Là, ça, c'est un autre. La page d'après, pardon. Voilà, en 3D, celui-là est très joli aussi, fait avec François. C'est un zoom optimal. Vous voyez, on est dans une grande boîte. La matière, c'était en rouge. Là, c'est intéressant parce que c'est une force suiveuse, c'est une force de pression qui s'applique sur la frontière de la structure rouge. Et alors, pour qu'on ait ces formes-là, en fait, il y avait 5 points d'ancrage avec des conditions de tête sur la base inférieure. Mais n'empêche, vous voyez, il a fait des topologies un peu plus compliquées. Et à nouveau, c'est lié à la taille du maillage qu'on avait utilisé, bien sûr. Et vous avez vu qu'il a pu changer de topologie de manière très simple en 3D. En fait, il faut savoir qu'en 3D, il y a beaucoup plus de souplesse pour changer de topologie qu'en 2D. Vous pouvez creuser les choses sans casser complètement la structure. Casser une barre ou casser la structure. Merci. Et un dernier. Ah non, avant les derniers, pardon. Alors ça, c'était les vieux algorithmes. Et maintenant, je vais proposer une nouvelle méthode, des thèses qui ont été, ça a été fait publié avec Pascal Frey et Charles Montagny, c'était des thèses Siffre, Renaud, dans le cas de Brodin, ancêtre du premier top, donc les ancêtres de tout ce que on va vous présenter aujourd'hui. C'est en fait de remailler. C'est-à-dire que vous avez votre ligne de niveau, mais si vous faites en particulier des problèmes multiphysiques, beaucoup de choses vont se passer aux interfaces. Vous avez un problème de structure, bien caractériser l'interface entre le fluide et le solide, ça va être très important. Alors que là, pour l'instant, j'ai une level set qui est capturée sur le maillage, et donc ça, c'est pas terrible. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remailler. Alors, le remaillage, c'est fait avec l'outil MMG qui est dans OpenPISCO. Donc, par exemple, ici, une interface entre le domaine bleu et jaune. Ça, c'est votre dérivé de forme qui bouge votre interface, les flèches. Là, j'ai bougé ma ligne de niveau. Le maillage n'a pas changé. Vous voyez que la ligne de niveau, elle tombe dans le maillage un peu partout. Et donc, on découpe le maillage. Ça, c'est facile de couper le maillage pour que, désormais, chaque fois qu'un triangle est coupé par la ligne de niveau, vous faites apparaître des nouveaux triangles. Sauf qu'ils sont très plats, de très mauvaise qualité. Donc, il faut bouillir un peu le maillage, l'adapter. Non, cette image ne correspond pas aux 3 précédentes. Je vais vous tromper quelque part. Mais enfin, bref, l'idée est de dire que, localement, vous réarrangez le maillage pour qu'il soit bon. De bonne qualité. Et donc, ça, c'est le travail de MMG, Charles D'Apolli, Cécile Debrinski qui est là. Pascal Frey, Jeanne Frony, qui va quitter l'objet open source. Très, très bien. Et donc, si tu peux cliquer dessus, voilà, je vais finir probablement dessus. C'est un exemple, c'est le L-beam, donc c'est accroché en haut, vous avez une force verticale ici, et vous voyez les trous qui étaient au départ juste des petites boules, ils vont former un assemblage de barres très compliqué. Et ce que vous voyez, c'est exactement le maillage de la forme mécanique. Ici, vous avez un maillage body-fitted, comme on dit. Donc, le truc qui est très fort, c'est que on sait remailler, on sait déformer des maillages, oui, mais là, on le fait en changeant la topologie. C'est ça l'avantage par rapport à la. Allez, qu'est-ce que j'ai après ça? Non, je vais avoir juste des images et plus de fils, donc ça va aller beaucoup plus vite. Là, un exemple, justement, en flux de structure. Donc, vous avez un canal dans lequel vous avez un écoulement qui va de la gauche vers la droite, des conditions d'adhérence bord supérieur inférieur. Et vous avez une structure mécanique ici. Et ce que vous avez, c'est que vous avez une partie non optimisable et vous pouvez mettre une partie mécanique qui renforce ça, de manière à ce que ce soit le plus rigide possible contre la force appliquée par l'écoulement. Donc, vous avez l'équation de Navier-Stokes, vous avez l'équation des lacets linéarisés, c'est un couplage faible au sens que comme j'ai fait les lacets linéarisés, le domaine mécanique ne change pas, il n'y a pas de retour
de mécanique vers le fluide. Et tout ça a été fait dans le cadre de donc, voilà l'initialisation. Et ce que vous obtenez, c'est ce genre de choses. Alors, c'est très amusant en interprétation parce qu'en fait, vous pourriez mettre la matière derrière pour soutenir, là. Mais en fait, ce n'est pas intelligent. La matière, elle est principalement devant parce qu'elle dévie l'écoulement. Voilà, donc le Reynolds, c'est pas gigantesque parce que c'est pas non plus passer un temps pas possible. Mais vous voyez, il y a un vrai choix. Et si vous aviez fait Reynolds 0, c'est-à-dire Stokes, la structure serait symétrique. Donc Stokes serait réversible. Et là, elle n'est pas symétrique. Et il a trouvé que c'était plus intelligent de mettre la matière devant pour dévier l'écoulement plutôt que derrière. Ça marche aussi en 3D par rapport à la structure initiale. La plaque qui est fixe, pas optimisée. Vous voyez, là, pour le coup, en 3D, il en a mis devant, mais aussi un peu derrière. Je crois que j'ai trop parlé. Juste pour vous dire que les histoires de body fitted mesh, j'y crois énormément pour les applications multiphysiques. Et j'ai ici deux documents, des sujets totalement différents, des batteries ou des machines électriques sur lesquelles je crois vraiment que ces techniques vont pouvoir apporter quelque chose. Il y a d'autres exemples de multiphysique, notamment en fabrication liquide. Il y a des problèmes de changeur de chaleur, toujours. J'ai parlé d'homogénéisation parce que c'est très à la mode de faire ce qu'on appelle des matériaux lattices ou des matériaux microstructurés. Et du coup, c'est la résurrection de la méthode d'homogénéation. SIMP est impossible de faire. Même Zygmunt, qui était le grand utilisateur de SIMP, est repassé à l'homogénéation parce qu'il veut qu'on soit des matériaux lattices. Et donc là, il a besoin de la théorie de l'homogénéation pour faire des choses à ce sujet. Merci pour votre attention. Et Grégoire, est-ce qu'il y a des petites questions, commentaires rapidement maintenant que les prochains orateurs? Oui. Tu sais qu'il n'y a pas de forme optimale. Quand on minimise la concurrence avec l'élasticité linéaire et le succès, et que donc la forme dimensionnelle dépend du maillage. Exactement. Donc si vous raffinez le maillage en cours de route, comment vous maîtrisez la convergence? Donc ça, ce que tu viens de poser comme question est une excellente question. Merci. Parce que ça pourrait être une stratégie de dire, je vais commencer avec un maillage grossier, je vais avoir une première forme, je raffine le maillage. Le problème, c'est qu'une fois que tu es sur un maillage grossier avec, disons, un petit nombre de barres un peu grosses, c'est très compliqué de les casser en plusieurs. Donc, si jamais tu n'es pas parti avec un maillage suffisamment fin, disons, dans la méthode d'homogénéisation, si tu pars avec un maillage grossier, si jamais tu dis, tiens, je converge vers la solution sur ce maillage grossier, tu raffines le maillage et tu repars de cette solution grossière, c'est très difficile de couper en plusieurs ensuite. En fait, tu es tombé dans un minimum local, d'une certaine manière. Donc, du coup, les techniques, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, les techniques d'adaptation de maillage, de raffinement au fur et à mesure. En fait, il ne faut pas le faire dès le départ. Si tu le fais trop vite, tu guides la solution vers quelque chose qui n'est pas forcément optimal. Non, mais je parlais dans la fin, là, parce que vous faites, tu veux faire un raffinement, enfin, tu veux venir capturer l'interface de manière précise, donc tu changes le maillage. Oui, alors on change le maillage, mais en général, justement, dans AMG, ça connaît, j'imagine, AMG, tu prescris une taille de maille moyenne. Donc, du coup, OK, tu changes un peu le maillage localement, mais tu vois, tu vas pas rajouter énormément de degrés de liberté. Alors, tu as quand même raison sur un point, je ne vais pas montrer ici, mais je pourrais montrer, c'est que, en fait, comme tu raffines le maillage, il y a beaucoup de solutions qui étaient obtenues avant sur des maillages fixes, ou même en 3D, la solution optimale préférait des systèmes de barres. Maintenant, si tu peux raffiner le maillage, on s'aperçoit que plutôt que de mettre des systèmes de barres, il va mettre des systèmes de plaques très très minces, que tu ne pouvais pas voir avec des maillages grossiers. Mais là, comme tu peux raffiner le maillage, plutôt que de mettre des barres, parce qu'en fait, il n'avait plus de place pour faire, il n'avait pas une taille de maille suffisante pour faire une plaque, là, il peut. Donc, il va faire on a vu avec Florent Felpon, plein de solutions où tu as des plaques très fines en 3D, et on sait par ailleurs par la théorie que c'est souvent meilleur que les systèmes de barres. Et donc, tu vois quand la confiance qui est plus basse. Oui, exactement. Donc, tu vois, sur des cantilevers 3D, typiquement, les images qu'on voit typiquement, c'est avec plein de barres en 3D. Et ben, si tu le fais très fin avec MMG, que tu autorises des finesses de maillage assez grandes, tu vas avoir plutôt des systèmes de plaques extrêmement fines que tu ne voyais pas avant. Donc oui, il y a une influence du maillage et des stratégies, comment tu raffines le maillage, à quel moment, et ainsi de suite. Il y a plein de minima locaux.
Est-ce que vous avez écouté Varan 3D? Pardon? Che Guevara 3D, vous l'avez Ah non, 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 ça, par contre, j'en avais fait d'autres, mais pas de chez Guevara. Vous connaissez le problème du sac à dos. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme lien entre cette approche, le problème du sac à dos multidimensionnel, et le fait l'objectif est en fait inversé, peut-être trouver la topologie optimale pour l'objet en question que nous avons. Ah, le lien me paraît pas évident. Le problème du sac à dos, c'est quand même aussi un problème en nombre entier. D'accord, donc c'est la difficulté, c'est ça aussi. Et là, dans ce cas-là, on pourrait dire que 0 ou 1 matière au trou, c'est un peu un problème en nombre entier. Mais justement, toutes nos techniques, que ce soit ligne de niveau ou homogénéisation, c'est pour rendre le problème en variable continue et éviter ces questions de. Donc, je n'ai pas de lien évident avec le problème du sac à dos parce que justement, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de passer à des variables continues, simples, tout ce que vous voulez, et d'utiliser des techniques d'optimisation continue. Du coup, on n'a pas vraiment. Il y a des gens qui ont essayé de faire l'optimisation topologique, enfin qui en ont fait, avec des algorithmes de programmation en nombre entier, en disant dans chacune des mailles de mon maillage, je vais mettre 0 ou 1 comme variable et hop, je lance ça. Et les algos de programmation linéaire en nombre entier, ça coûte super cher. Donc, et comme là, le nombre de variables est gigantesque, ça n'a jamais été super efficace. Mais enfin, il y a des études théoriques qui ont un petit peu ça, justement, pour essayer d'avoir des solutions garanties aussi. C'est vraiment la meilleure solution. Il y a des Danois autour de Niels Hage ont fait un peu ça.